point focal pour les mutilations sexuelles féminines et coordinatrice du groupe de travail sur les mutilations sexuelles féminines. Et après, au cours de notre débat, nous allons aussi avoir Fondé Moussa Souma, directeur de la Maison des Jeunes de Logo, engagé contre les violences basées sur le genre, qui va nous rejoindre en minute. Je vous en place ce soir. Tu vas venir parler dans les micros si on a des petits problèmes. Oui. Ouais, on avait. Donc je rappelle la thématique de cette 4e table ronde. Que prévoit la loi et quelles solutions de lutte commune? Alors tout d'abord, mesdames, je vais vous demander de vous présenter ce que vous faites et votre engagement envers cette cause qui nous réunit aujourd'hui. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, ça va. Alors moi, je m'appelle Ségolène Rouillet-Mirza, donc je suis avocate au barreau de Tours. Et j'exerce notamment en droit des étrangers, et dans ce cadre-là, j'accompagne beaucoup de personnes qui demandent l'asile en France. Et parmi ces personnes, évidemment, des femmes qui elles-mêmes, bien souvent, ont subi l'excision et qui viennent en France, alors je dis des femmes, mais ça peut être aussi quand même des hommes, qui viennent, pas qui ont subi l'excision, mais qui viennent chercher une protection pour leur enfant, leur fille, en France, et qui du coup font une demande d'asile pour leur fille. Et donc dans ce cadre-là, moi j'interviens sur la 2e phase de la demande d'asile, à savoir lorsque l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a déjà pris une première décision négative, forcément, sinon j'ai pas besoin d'intervenir, et qu'on me demande du coup de contester cette décision. Et donc je conteste la décision et j'accompagne bien souvent, donc ce sont les parents que j'accompagne, la mère seule, à la CNDA, Cour nationale du droit d'asile, pour démontrer aux juges de la CNDA que l'enfant a bien un risque d'être excisé dans son pays d'origine et qu'elle doit donc être protégée en France au titre du statut de réfugié. Voilà, ça c'est la présentation générale et je passe donc la parole. Merci. Évidemment, après je parlerai plus avant. Tiens, Laura, tu vas te présenter? Ok. Bonjour à tous et à tous, moi je m'appelle Isabella, nom de famille Michaeli Drossos, mais je me souviens toujours que du prénom des gens, c'est ma lutte contre le patriarcat, je me souviens que du prénom des gens, comme ça, le nom de famille. Donc je me présente en général Isabella, ça suffira bien. Donc je travaille à la Banque mondiale, je suis juriste, avocate de formation, je suis encore inscrite au barreau de São Paulo, qui est au Brésil, qui est mon pays d'origine, et je suis française également. Je travaille en tant qu'avocate opérationnelle, c'est-à-dire c'est moi qui rédige les documents, les accords, les dons et qui résout les petites questions, les thèmes juridiques qui se posent. Mais ma passion, ou peut-être on pourrait dire mon obsession, c'est la lutte contre l'excision, que je considère comme une forme extrême de violence contre les filles et les femmes, à la croisée des chemins à la fois de la violence domestique, puisque c'est notre mère, notre tante, notre grand-mère qui le fait, abus d'enfants, puisque c'est un abus de personnes vulnérables, et un défaut de protection des enfants, qui est une chose grave, et également une violence sexuelle. Il ne faut pas oublier, Alpha nous disait, bon, on peut aller dans un centre de santé et on coupe pas, oui, mais on va prendre la petite fille, on va lui ouvrir de force les jambes, il y aura 2 femmes qui lui tiendront une les bras, l'autre les jambes, etc. Et tout ça, c'est des traumatismes inutiles. Donc je lutte depuis l'âge, j'ai 60 ans, depuis l'âge de 23 ans, quand, en me promenant dans une bibliothèque quand je faisais mes études à Londres, j'ai vu un truc qui s'appelait Female Circumcision. J'ai trouvé ça très bizarre. Donc j'ai pris comme ça, et j'ai lu tout le bouquin d'un seul coup, et cette même perplexité, cette révolte m'habite depuis lors. Donc ça va faire bientôt 40 ans que je suis habitée par cette révolte. Et dans mon travail, je suis juriste, donc je sais que le droit, c'est pas la baguette magique, mais le droit, c'est un des éléments
fondamentaux de la lutte contre l'excision, parce que c'est le message qui est passé que la société n'accepte pas un certain type de comportement. Et ce comportement-là, il faut lui donner un nom, c'est de la torture, tout simplement. Et la torture, on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas la justifier sous le couvert d'aucun élément, que ce soit culturel, religieux ou traditionnel. J'ai à ma droite ma très chère amie Lorraine Kunz qui m'a demandé de la présenter. Donc Lorraine est avocate en Angleterre et elle est également conférencière et enseignante de droit en France. On s'est rencontrés à Bruxelles en 2017 lors d'un forum sur l'excision bien sûr et elle travaille depuis un certain nombre d'années mais plus intensément ces dernières années sur la question juridique liée à l'excision dans le cadre de la Gambie. Et donc elle nous parlera justement de son expérience en Gambie et de ce qui s'est passé en Gambie parce que c'est assez révélateur de ce que les anglo-saxons appellent le pushback, c'est-à-dire un espèce de retour en arrière dans la lutte contre l'excision. Voilà. Justement, on parle de la lutte contre l'excision et je propose qu'on commence directement par l'histoire de la lutte en Gambie. Alors, et que prévoit la loi également. Voilà. Donc, Lorraine va présenter en anglais. Elle va s'arrêter chaque 2 phrases, je lui dis, et c'est moi qui vais traduire. D'accord, c'est parfait. Hello, and can everyone hear me? Thank you very much, and I'm pleased and honored to be here. Merci beaucoup, je suis ravie et honorée d'être des vôtres aujourd'hui. And thank you, Isabella, for translating for me. Merci à Isabella de traduire pour moi. In the Gambia, an estimated 73% of women between the ages of 18 and 49 have been subjected to female genital mutilation. Donc en Gambie, l'excision est omniprésente en Gambie. In 2015, the Gambia made a laudable step by criminalizing FGM when they passed the Women's Amendment Act that effectively banned FGM. En 2015, la Gambie a pris une décision tout à fait admirable, respectable, de criminaliser l'excision en passant une loi qui s'appelle la loi de modification de la loi sur les femmes de 2015 qui a donc criminalisé la pratique. The Women's Amendment Act 2015. La loi s'appelle donc Women's Amendment Act, la loi de modification de la loi sur les femmes de 2015. For the first time, FGM was specifically addressed. Donc c'est la première fois où la question de l'excision était abordée d'un point de vue législatif de façon claire. In August 2023, tensions escalated when 3 women became the first Gambians to be fined for performing FGM on very young babies. Donc en août 2023, les tensions dans le pays sont montées lorsque 3 femmes sont devenues les 3 premières Gambiennes à être soumises à des amendes pour des actes d'excision dans le cadre de la législation dont on a parlé de 2015. They were convicted and found guilty. Elles ont été condamnées pour donc des actes d'excision. A prominent leader raised funds to pay the fines, and he started a crusade to maintain FGM. Un leader religieux très connu en Gambie a fait donc une demande de financement pour payer à la place de ces femmes les amendes auxquelles elles étaient soumises et a commencé une croisade, comme dit Lorraine, pour maintenir l'excision en Gambie. In March 2024, he introduced a bill to Parliament to overturn the ban. Et donc en mars 2024,
il a présenté une demande d'amendement de la loi de 2015 pour l'abroger, un projet d'abrogation de la loi de 2015. Parliament voted 42-4 to advance the bill. Donc ça c'était la première demande, doit-on abroger la loi? Et cette demande d'abrogation de la loi a reçu un vote positif de 42 contre 4 personnes pour que donc, le projet de loi soit inscrit dans les débats du Parlement. It is important to note that the Gambia population is largely female dominated. Donc il est important de rappeler que la population gambienne est à domination féminine. However, the women played a very small role in this decision. Donc bien qu'elles représentent plus de la moitié de la population, elles ont joué un rôle très marginal dans tout ce mouvement de tentative d'abrogation de la loi. The National Assembly in the Gambia is predominantly composed of men, with only 5 to 6 female representation. Le Parlement en Gambie est dominé par les hommes, avec simplement 5 à 6 femmes parlementaires en Gambie. Donc. This is sad. This is an issue that affects women, and yet it was the men who decided to bring it back. Donc c'est une triste situation, et ce sont donc les hommes qui ont décidé de porter la question de l'abrogation de la loi criminalisant l'excision à un débat parlementaire. The images of the women in Parliament were heartbreaking. Les images des femmes au Parlement me brisaient le cœur. The women looked shell-shocked. Les femmes étaient sous le choc. One woman put her head in her arms. Une femme même a caché sa tête entre ses bras. And this was watched by the entire world. Et tout ça sous la vue du monde entier. But following a national and international pressure, mais suite à des pressions tant nationales qu'internationales, a worldwide reaction of horror, une réaction universelle d'horreur, a campaign by grassroots activists, et une campagne par les activistes des cellules de base, eventually the majority of the lawmakers rejected the idea of bringing FGM back. Au bout du compte, donc, les parlementaires ont voté contre l'abrogation de la loi. Sadly, the story does not end here. Malheureusement, la belle histoire ne finit pas ici. They have now taken the case to the Gambia Supreme Court. L'affaire est maintenant portée à la connaissance de la Cour suprême de la Gambie. A 5-member panel of judges from the Supreme Court Un panel, donc un groupe de 5 juges de la Cour suprême, they've given the plaintiffs enough time to find legal representation. ont accepté cette plainte, donc cette requête, et ont donné du temps aux plaignants pour qu'ils constituent, pour qu'ils prennent un avocat pour défendre leur affaire. They want the court to declare that the Women's Act, which prohibits FGM, is unconstitutional. Leur requête vise la déclaration d'inconstitutionnalité de la loi de 2015 qui donc criminalise l'excision. The entire world is watching this potential court decision. Et le monde entier encore est suspendu donc à cette décision de la Cour suprême de Gambie sur la question de la constitutionnalité ou pas de la loi de 2015. And we are ready to fight this. Et nous sommes prêts à nous battre sur cette question. Thank you very much. Merci beaucoup. She's crazy. I'm crazy.
Elle dit que je suis folle, mais ça, on le savait déjà. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous cette histoire et d'avoir partagé surtout avec nous cette cause. Donc moi, je voudrais vous demander quel sera l'avenir ou bien quelles sont aussi les actions qui se font actuellement pour mettre fin à cette décision-là. Alors, la décision, on ne peut pas y mettre fin. C'est devant la Cour suprême. Donc, la Cour suprême va se prononcer sur la constitutionnalité ou pas, parce que dans la Constitution gambienne, il est dit que les citoyens ont droit au respect de leur tradition, de leur culture, etc. Et donc, moi, personnellement, ça ne m'enlève pas le sommeil. Je suis absolument sûre que la Cour suprême de Gambie, dans sa sagesse, va dire que torturer les petites filles ne fait pas partie des attributions culturelles d'un pays, ni religieuses, ni traditionnelles. Donc je ne suis pas très inquiète mais c'est du bruit. Et on voit, ce qu'on a vu quand même, c'est que cette loi était dormante de 2015 à 2023, donc octobre 2023, quand la première décision a été adoptée. Et ensuite, ça a explosé et ça a complètement divisé la société gambienne. Donc c'est une affaire Dreyfus en Gambie. Il y a les pour et il y a les contre et les gens se bagarrent en permanence. Ça a complètement divisé la société sur cette question. Donc on va l'accompagner. Moi ce que je pense c'est que lorsqu'on adopte une loi, il faut former les gens, les professionnels en particulier et aussi la communauté. Quand on a adopté la loi contre la peine de mort en France, la majorité de la population française était en faveur de la peine de mort. Donc c'est aussi un travail, le travail législatif, c'est aussi un travail un peu, comment dirais-je, qui a une vision en avance parfois sur la vision de la société elle-même. Mais en accompagnement, une fois qu'une loi est adoptée, il faut faire de la formation, de la conviction, du travail de plaidoyer. Sinon, la loi ne sera jamais, elle sera adoptée par le Parlement, mais elle restera sur le papier. Donc c'est ce passage du papier à la vie sur lequel il faut travailler. Et nous, à la Banque mondiale, on a un projet là-dessus. Merci beaucoup. Alors, justement, vous accompagnez également les femmes qui font une demande d'asile et également les femmes qui ont des filles qui peuvent être menacées par l'excision. Comment se fait cet accompagnement? Comment on peut vous approcher? Et comment est-ce qu'une femme qui habite dans un pays où l'excision est pratiquée peut venir vers vous et vous demander de l'accompagnement? Alors, il y a plusieurs questions. On va déjà imaginer une femme qui se trouve déjà en France. Ça va être plus simple pour répondre et puis ensuite on verra la deuxième possibilité. Une femme qui est déjà en France, en général, je ne la vois pas tout de suite parce qu'elle passe d'abord par l'OFPRA, donc elle fait d'abord une demande d'asile sans avoir d'avocat. Donc en général, elles sont accompagnées par des travailleurs sociaux qui se trouvent dans les CADA, dans les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile, pour la plupart. Ensuite, elles vont être vues en entretien par un officier de protection à l'OFPRA. Là, elles vont être interrogées du coup par cet officier de protection pour savoir pourquoi est-ce que leur enfant aurait un risque d'excision. J'y reviendrai après. Et ensuite, c'est seulement si l'OFPRA refuse de donner cette protection qu'elles viennent me voir à ce moment-là pour contester cette décision, parce que c'est à ce moment-là que les personnes ont besoin d'un avocat. Alors l'avocat n'est pas obligatoire, mais est fortement recommandé, et quasiment tous les demandeurs d'asile ont un avocat au stade de la Cour nationale du droit d'asile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les demandeurs d'asile ont le droit d'avoir l'aide juridictionnelle. Donc, dans la plupart des cas, le recours à l'avocat reste gratuit pour les demandeurs d'asile qui, de toute façon, dans la très grande majorité des cas, n'ont pas les moyens de se payer un avocat. Donc, c'est à ce moment-là que moi, je récupère le dossier. Et c'est pas toujours évident parce que, justement, je le récupère alors que les personnes se sont déjà exprimées à l'OFPRA, qu'il y a déjà des choses qui ont été dites. Et que derrière, il faut parfois ramer, si je puis dire, pour remettre le dossier dans la bonne direction, pour qu'il soit entendu et accepté au stade de la CNDA. Parce que il y a finalement, c'est assez codifié en fait comme exercice. Et finalement, ce qu'il faut au niveau de la CNDA, c'est de prouver que la personne vient en fait d'un milieu social, en général, sociétal, d'une famille traditionnaliste, qui a l'habitude, en fait, dans la famille, de pratiquer l'excision.
Alors, quand on est face à quelqu'un qui vient d'un pays où le taux de prévalence de l'excision est à 96-98%, c'est pas très très compliqué parce qu'on sait que quasiment toutes les petites filles vont un jour ou l'autre être excisées dans leur vie. Par contre, quand on a quelqu'un qui vient d'un pays, par exemple, comme la Côte d'Ivoire, où la prévalence de l'excision, c'est un peu moins de 50%, alors là, ça se corse parce qu'il faut réussir à démontrer que cette famille-là excise et qu'elle n'est pas, finalement, qu'elle ne vient pas de l'autre moitié de la population qui n'excise pas. Le problème, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de preuve écrite. Nous, on est un pays de tradition écrite, alors que de toute façon, c'est quelque chose de coutumier. Et évidemment, il n'y a pas un certificat d'excision qui est fait dans les familles. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on utilise comme preuve, d'abord, il y a le certificat d'excision de la maman. En général, ça, c'est quelque chose qui est impératif et qu'il faut avoir. Ça veut dire que, ça, en général, c'est fait au niveau de l'OFPRA. La maman va, la plupart des cas, aller à l'Institut médico-légal, là en ce qui nous concerne au CHU de Trousseau, à Tours, et obtenir un certificat pour dire qu'elle-même, elle est bien excisée. Bon, déjà, si la mère est excisée, on se dit que de fait, elle doit venir d'une famille où on excise. Voilà, parce que forcément, on sait très bien que c'est familial et culturel. Et donc, il faut aussi un certificat de non-excision concernant l'enfant. Parce qu'évidemment, il faut démontrer que l'enfant n'est pas déjà excisé. Sinon, elle n'a pas le droit à une protection au titre du statut de réfugié pour la protéger d'une éventuelle excision. Donc, il faut déjà ces deux éléments-là. Mais ça ne suffit pas. Ensuite, il faut recueillir vraiment des témoignages sur la manière de faire dans la famille. Donc déjà, on va demander à la maman et au papa comment est-ce qu'on excise dans la famille. Est-ce que toutes les femmes de la famille sont excisées ? En général, la réponse est oui, parce que quand on excise dans une famille, c'est toute la famille, toutes les filles qui sont excisées, toutes les femmes, enfin toutes les petites filles en général. Et puis ensuite, il va y avoir des questions qui sont à quel âge est-ce qu'on excise dans votre famille, quelle est la tradition, comment c'est fait, dans quelles circonstances, est-ce que vous pouvez nous raconter à quel âge vous-même avez-vous été excisé, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est produit, est-ce que c'était seul, est-ce que c'était en groupe, est-ce qu'on vous a emmené loin de la maison, est-ce que, est-ce que ça a été dans le bandeau-bouche pour les femmes des sociétés bandeau, il y a plein d'éléments culturels qu'on va leur demander de raconter et donc effectivement il va falloir qu'elles reviennent sur leur propre histoire et donner toutes ces précisions-là. Et c'est finalement en racontant leur vie et leurs pratiques culturelles que les juges vont se faire une idée plus ou moins précise, avec un risque d'erreur, bien évidemment, et qui vont décider telle personne, on considère qu'elle vient d'une famille qui excise, donc on va la protéger. Telle personne, on n'est pas complètement convaincu que la famille excise, donc on ne va pas la protéger. Voilà, pour schématiser, c'est ça. Donc moi, j'interviens en fait pour accompagner les parents parce que, bon, d'abord, c'est un exercice qui n'est pas forcément très connu, très facile. Il faut se livrer quand même sur son intimité. On l'a vu tout à l'heure dans le sketch du Théâtre Forum, on voit bien la façon de réagir de la personne qui pourtant est en France, travaille en France depuis longtemps et qui elle-même est quand même assez mal à l'aise quand on lui parle de l'excision en général. Donc là évidemment il faut que les gens quand même arrivent à se livrer un petit peu. Et puis surtout je leur explique quels sont les attendus des juges en fin de compte. Parce que comme je viens de dire, c'est quand même un exercice assez codifié. Et donc, je les prépare en fait à cette audience en leur disant, voilà, on va vous poser ça et ça comme question. Donc, je vois ce qu'elles me répondent. Bien sûr, c'est pas du tout moi qui leur dis, faut répondre ça ou faut répondre ça. Bien évidemment, je fais jamais ça parce que sinon, ça serait complètement faux comme réponse. Et alors là, ça se voit tout de suite. Donc, il faut surtout pas faire ça. Il faut que ce soit leur propre histoire. Mais après, je vais éventuellement leur dire, aller chercher dans leur histoire ce qui va intéresser les juges. Parce que moi, je sais ce qui va intéresser les juges. Parfois... Qu'est-ce qui va intéresser les juges ? Par exemple, être capable de parler de son ressenti, de ses émotions, de ses peurs, de ses craintes, etc. Parce que si on est capable de parler de ce qu'on a ressenti, c'est qu'on a vécu la chose. Souvent, les personnes ont tendance, sans doute par protection psychologique probablement, de ne pas vraiment dire ce qu'elles ont ressenti. En fait, souvent, les choses sont présentées de manière très factuelle. Ah bah oui, moi j'ai été excisée à 9 ans, point.
Oui, d'accord, mais et donc là, on va leur demander, ok, comment ça s'est passé, dans quelles circonstances, et moi, j'essaye de leur dire, essayez de dire vos souvenirs quand vous étiez petite fille, que vous aviez 9 ans. Est-ce que vous avez eu peur quand votre mère vous a dit que vous alliez... Enfin, déjà, est-ce qu'elle vous a dit que vous alliez vous faire exciser ou pas du tout? Personne ne vous a rien dit et ça vous est tombé dessus comme ça? Ou alors... Et si on vous l'a dit, est-ce que vous avez eu peur entre le moment où elle vous le dit et le moment où elle vous emmène à l'endroit où vous allez être excisé? Qu'est-ce que vous ressentez? C'est-à-dire leur donner le courage de parler en détail de leur C'est ça. Il faut vraiment qu'elles arrivent à raconter leur vécu. Et franchement, c'est pas facile, hein. Enfin, pour personne, hein. Surtout pour des personnes qui sont traumatisées par un événement comme celui-ci. Donc c'est vraiment pas facile et c'est pour ça que c'est nécessaire un petit peu de répéter quand même ça avant l'audience et d'arriver à leur faire comprendre que c'est important de le dire à ce moment-là. Donc en général, ça fonctionne assez bien. Je crois qu'elles comprennent quand même qu'il y a cet espace pendant l'audience où il va falloir effectivement se livrer. La plupart du temps, on peut demander à ce que l'audience se tienne à huis clos, donc que la porte soit fermée et qu'il n'y ait pas de public. Dès qu'il y a des violences quelles qu'elles soient, et des violences sexuelles notamment, c'est un droit. De toute façon, c'est un droit, on ne peut pas nous le refuser, de fermer la porte pour que les personnes puissent être entendues sans qu'il y ait un public, sans que ce soit trop compliqué. Parce que déjà, parler devant 3 juges, un rapporteur et un secrétaire... c'est pas forcément évident, mais alors si en plus il y a du public derrière, voilà. Donc souvent on ferme la porte et puis voilà. Et donc on essaye d'accompagner les personnes comme ça en leur expliquant que ce qui va être important, c'est de démontrer que dans la famille ça se fait. Ce qui est important aussi, c'est que les parents, ça, pour moi ça devrait pas jouer hein, sur la protection des enfants, mais enfin c'est des attendus des juges. C'est aussi que les parents puissent expliquer pourquoi ils ne veulent pas que leur enfant soit excisé. Bon, moi, je considère que ça ne devrait pas être un critère parce que juste précisément, si les parents n'en ont rien à faire, l'enfant a encore plus de risques. Non, mais enfin, il ne serait pas là, mais ça pourrait être aussi des parents qui n'en ont rien à faire et qui font ça par opportunité. Mais justement, l'enfant a encore plus de risques si les parents n'en ont rien à faire. Donc, ça ne devrait pas être une question. C'est un contresens juridique à mon sens. Mais bon, mais les juges, ça leur plaît bien d'avoir quand même les parents qui soient capables de dire... Ah ben non, moi je veux pas, et qu'il y ait une prise de conscience et une capacité à expliquer. Je veux pas que ma fille soit excisée parce que moi-même j'ai été excisée et encore aujourd'hui j'ai des problèmes de santé, j'ai mal à chaque fois que j'ai mes règles, j'ai mal quand j'ai des rapports sexuels, j'ai eu des douleurs énormes quand j'ai accouché. D'ailleurs j'ai eu des problèmes pour mon accouchement par voie basse, etc. etc. Donc tout ça, qu'elle soit capable de le dire. Capable de dire aussi que d'abord la douleur est énorme, évidemment incommensurable au moment de l'excision elle-même, mais que ça dure aussi encore très longtemps après, qu'il y a des risques évidemment d'hémorragie, de décès. Ça c'est aussi une question qu'on retrouve des juges. Est-ce que dans votre famille, il y a eu des filles qui ont été excisées pour lesquelles ça s'est mal passé? Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, souvent, on peut avoir... oui, j'ai une cousine, justement, qui est décédée suite à l'excision. Ou alors, par exemple, un papa qui va dire moi, j'ai eu des premières filles d'une première union et justement, il y en a une qui est décédée suite à l'excision. Donc, là, maintenant, la fille que j'ai là et qui est en France, celle-là, je veux la protéger parce que j'ai vu ce que ça faisait avant. J'en ai justement perdu une. J'ai pas envie d'en perdre une autre. Et parfois, il y a une prise de conscience comme ça. Et ça, les juges, ils attendent aussi qu'il y ait une réflexion personnelle, comprendre aussi le cheminement des parents. Pourquoi ils en arrivent à dire, voilà, moi, alors que je viens d'une culture où c'est extrêmement répandu, d'un coup, je fais un peu figure d'exception. Quand on est dans un pays comme la Guinée où il y a 97% de prévalence d'excision, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec tous les autres? Alors, qu'est-ce qui fait que vous, il y a le déclic qui fait que vous voulez protéger votre fille contre l'excision? Expliquez-nous. Et donc ça, il faut le travailler en amont parce que c'est pas forcément évident. Enfin, c'est un peu intellectualisé quand même d'arriver à dire moi je veux pas à cause des douleurs, à cause des répercussions, etc., etc. Voilà. Donc c'est tout ça qu'on accompagne en fait. Dans le cas contraire, parce que le temps des femmes excisées ici en Europe et en France, c'est que c'est des femmes qui partent dans leur pays d'origine et les parents l'excision. Alors, la loi, elle prévoit, il y a un article 222-9 et -10 qui prévoit que les peines peuvent aller jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle lorsque la mutilation sexuelle, je parle de la France, là, c'est la loi française,
lorsque les parents font exciser leur enfant. Voilà, donc c'est quand même ça le risque. Après, il y a d'autres peines aussi qui existent, qui sont assez lourdes, qui sont au moins de 5 ans d'emprisonnement lorsqu'on incite son enfant à aller se faire exciser. Donc même si c'est pas la mère ou le père lui-même qui font l'excision et qu'ils envoient leur enfant en vacances l'été dans le pays d'origine et qu'elle se fait exciser pendant les vacances, si c'est eux qui ont tout organisé en fait et qui ont même incité leur enfant, ils peuvent aussi être punis pour ça. Et d'ailleurs, il y a déjà eu des procès et des condamnations en France à ce titre-là. Et ça, je dirais, je pense, j'ai quand même l'impression que c'est quand même bien rentré dans l'esprit des gens et que les gens savent qu'en France, ça rigole pas avec ça. Moi, c'est l'impression que j'ai. Oui, c'est sûr. Voilà. Et donc ça, c'est bien. Et ça veut dire aussi une chose qui est très claire, c'est que pour que ça change, à mon avis, dans les pays d'origine, il faut forcément 2 choses. D'abord, que quand il existe une loi, d'abord, il faut qu'il y ait une loi, évidemment, mais quand il existe une loi, il faut qu'elle soit appliquée, parce que c'est bien beau d'avoir une loi, mais tant qu'elle n'est pas appliquée et qu'on ne met pas les gens en prison, ça ne changera pas, ça c'est sûr. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut évidemment qu'il y ait quand même une adhésion majoritaire faite aux femmes, par exemple, avec si on prend la Guinée. Très souvent, si une femme veut aller se plaindre d'une violence qui lui est faite, on va lui dire au commissariat, enfin en tout cas c'est les retours que j'ai, moi je ne suis pas guinéenne, mais je vous dis ce que j'entends, ce que me disent les Guinéennes en question. Elles me disent, mais de toute façon si on va se plaindre au commissariat, on va nous dire non, ça se règle en famille. C'est une histoire de famille, tout ce qui est histoire de meurtres, de violence, de sexualité, de mariage forcé, de violence conjugale et évidemment l'excision, c'est une histoire de famille et finalement l'État et donc la loi ne s'en préoccupe pas. Dans les commissariats, on dit ça aux femmes. Mais vous savez, c'est pas très finalement différent. Il y a encore quelques années en France, quand il y avait une femme qui se faisait violer dans les commissariats, on lui disait quoi, un viol, ouais, oh. Et puis qu'on ne prenait pas sa plainte. Donc ça c'est aussi quelque chose d'important. Moi, je pense qu'il faut aussi dire, c'est que et j'entendais ça. Ah oui, c'est vous qui disiez ça tout à l'heure. Oui. Ah oui, j'étais très contente d'entendre ça. Bon, qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, un truc intelligent. Non, vous disiez, et j'étais super contente que vous le disiez, c'était que finalement l'excision, ça s'insère dans des violences faites aux femmes et que c'est quelque chose d'universel. Oui. Et ça me semble très très important. Il faut le dire et le dire haut et fort à toutes les personnes qui sont concernées par des violences faites aux femmes, d'une manière générale. Ne croyez pas, surtout pas, que c'est uniquement dans votre propre culture. Ça serait une erreur majeure. En faisant du droit des étrangers, comme j'accompagne énormément de personnes de plein de pays différents, je me suis rendu compte de ça. Je me suis rendu compte de 2 choses, à mon avis, fondamentales. La première chose, c'est que les violences faites aux femmes, c'est la chose la mieux partagée dans le monde. C'est sûr. Enfin, c'est vraiment, je dirais, c'est vraiment la première des persécutions, je pense. Toutes violences confondues, faites aux femmes. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, c'est universel. C'est-à-dire que c'est pas dans un pays en particulier plus qu'un autre, etc. Vraiment, c'est sur les 5 continents, à des degrés divers, bien sûr. Mais en tout cas, c'est vraiment récurrent. Et si on regarde un peu l'histoire sociétale de différents pays, enfin bon, moi je suis pas ethnologue, mais je vous dis ça de ce que j'ai remarqué, en tout cas dans ma pratique. C'est que finalement, toutes ces histoires de mœurs sexuelles, familiales, etc., on se rend compte qu'on avait plus ou moins la même chose. Par exemple, en France, si on prend l'état de la société française il y a 70 ans, les femmes, leurs droits, c'était quand même pas ça, quoi. C'était quand même très, très limité. Les violences faites aux femmes, tout le monde s'en foutait, quoi. Oui. Donc, voilà, crime passionnel, la femme était forcément hystérique, et bon, voilà, c'était... Le gars, il sortait libre du tribunal. Voilà, donc, si vous voulez, il ne faut jamais croire que les violences, elles dépendent de la culture. Jamais. Parce que, justement, les gens qui sont violents font croire que c'est une raison culturelle d'être violent contre les femmes. Et utilisent cet argument-là, qui est de dire « Ah, mais c'est la tradition de notre pays ». C'est la tradition de notre communauté, de notre ethnie, et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire autrement. Et les gens qui nous disent de faire autrement, c'est pas bien, c'est qu'ils veulent changer notre culture, etc. Non, enfin, c'est pas que dans votre culture, c'est dans toutes les cultures dans le monde entier.
Et donc, c'est pas du tout un truc culturel d'être violent contre les femmes. C'est juste, la violence contre les femmes, c'est vieux comme le monde. Et il faut se rendre compte que c'est quelque chose d'universel. Et donc, ça n'a absolument pas lieu d'être. Et donc, il faut lutter contre. Voilà, parce que juste, c'est très simple, parce que ce n'est pas juste. Hein. Voilà, c'est pas juste d'être violent contre les femmes. Et quand juste on a dit ça, eh ben, ça suffit à résumer la situation. Et ça suffit, je pense, pour légitimer la lutte contre toutes les violences faites aux femmes, et évidemment l'excision première d'entre elles. Alors, j'avais ma petite présentation là, mais on me l'a enlevée. Je ne sais pas si peut-être on pourrait écouter Tierno, parce que Tierno et nous. Peut-être on pourrait écouter Tierno, parce que Tierno, je sais qu'il m'a dit qu'il a une formation. Tierno, tu nous entends? Peut-être Tierno pourrait intervenir. Ah oui? D'accord. Et alors, je ne sais pas où est la présentation, peut-être. Tierno ne nous entend pas? Donc, je vais vous présenter mon petit machin. C'est la présentation qui est juste sur l'écran pour l'instant. C'est dommage d'avoir enlevé. Ah, ben voilà, on est donc tous. Bon, c'est pas grave, on ne sort pas de là. Si on peut venir en arrière. Alors, est-ce que c'est possible de la voir? Il y a toujours un problème technique. On l'appelle. C'est parce qu'il n'entend pas. Peut-être que je pourrais le connecter ici. Méthode D, Tierno. Ouais. Sinon, je vous propose qu'on commence Ouais, sinon, bah, juridique et après, on ira de voir avec lui. Ah, salut Tierno, ça va? En attendant, en fait, Tu nous entendais? Mais on peut pas, on t'entendait pas. Est-ce que on essaye Dans le monde entier, vous voulez dire en France? Tu arrives pas à parler peut-être tu es en silencieux? Tu peux parler, ouais. Parle, vas-y. Oui, tu peux parler. Oui, bah, je pense qu'il faut, c'est ce que je disais, il faut sensibiliser sur le rôle des femmes dans la société, leurs droits bien évidemment, et puis créer des lois, un corpus juridique qui puisse s'appliquer, ça c'est évident. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut aussi bien évidemment que la police fasse son travail, parce qu'il ne suffit pas de faire des lois, hein, il faut aussi que les lois soient appliquées. Et qu'ensuite les juges condamnent les personnes qui procèdent à des mutilations. Voilà. Donc, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et évidemment, il faut faire changer les mentalités globalement. Et ça se fait en faisant des actions comme ça, en militant, en sensibilisant. Voilà. En France, il y a tout ce qu'il faut pour protéger les femmes de l'excision. Hein. Dans la loi, tout existe. Je crois que là-dessus, il n'y a pas de problème. Nous avons... Alors, on a un sérieux problème technique apparemment. Parce qu'il y a Tcherno. C'est en train de passer. Ah, voilà, ben, on essaie de le faire parler. Mais si je peux rajouter quelque chose, comme ça meuble en même temps. Je pense que c'est très important aussi que la France continue à reconnaître le statut de réfugié aux petites filles, même aux femmes qui auraient un risque d'excision. Donc continuer à reconnaître ce statut de réfugié à ces femmes-là, parce que c'est aussi
cette mutilation-là. Et ça, c'est très important en termes de soft power aussi, enfin de militantisme au niveau des autres États, de maintenir ça. C'est très important que ce statut de réfugié il continue à être appliqué. Alors c'est le cas, hein, pour l'instant, il n'y a aucun problème, bien évidemment. Mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve et je pense que là-dessus, il ne faudra rien lâcher. Pas sur l'excision, si on met ça sur les... Qu'il y a des limites sur les lois, qu'il y a des lois. Parce que c'est pas répondu. Après, je pense que le problème qu'il pourrait y avoir, mais après c'est du droit international, donc c'est la limite en fait de l'exercice, c'est que si une petite fille est emmenée de France dans son pays d'origine et qu'elle est excisée, on ne peut pas faire grand-chose si ce n'est de pénaliser les adultes qui reviennent avec la petite fille. Alors pareil, il faut faire de la sensibilisation parce qu'il faut que l'enfant, quand elle revient, ou l'adolescente, elle puisse le dire, mais ça veut dire dénoncer ses propres parents, hein, quand même, la plupart du temps. Donc, c'est quand même compliqué, parce que les parents en question, ils vont aller en prison quand même. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, voilà. Et sinon, pénaliser les personnes qui sont dans le pays d'origine, la France ne peut pas les atteindre. C'est une question de droit international. La France ne peut pas aller condamner pénalement quelqu'un qui se trouve une exciseuse qui sera en Guinée et qui a excisé une petite fille qui réside habituellement en France et qui sera allée en vacances en Guinée. Ça, c'est pas possible. C'est une question de droit international. Voilà. Donc, la limite, elle est là. Hein. Elle est sur le côté international de la situation. C'est ça. Après, un des parents, par exemple, peut demander à ce que l'enfant soit interdit de sortir du territoire pour la protéger justement. Donc ça, à la limite, ça peut être quelque chose. Si par exemple la maman veut protéger sa fille et que le père, elle pense que le père risquerait de l'envoyer l'été au pays pour se faire exciser, elle peut saisir le juge aux affaires familiales pour demander à ce qu'il y ait une interdiction de sortie du territoire. Ça, c'est intéressant. Donc ça, oui, ça pourrait éventuellement protéger l'enfant pour justement pas qu'elle sorte. J'espère que toutes les mamans je pense pas, mais du coup, il faut leur dire. Il faut vulgariser, ouais, voilà. Non, c'est ça. Oui, ça peut éventuellement être fait quand même. Alors, le problème, c'est que ça empêche du coup aussi la maman de partir en vacances elle-même avec sa fille. Mais enfin, vu les risques qu'il y a, normalement, elle n'est pas trop censée avoir envie de le faire, parce que même elle peut ne pas pouvoir protéger sa propre fille en cas de retour juste pour des vacances, quoi. En tout cas, merci de nous l'avoir. Voilà. Merci. Je vous en prie. Et alors, voilà, alors finalement, on a résolu partiellement les problèmes techniques. Donc merci aux collègues de nous avoir aidés. Donc je vais vous faire quelques perspectives juridiques. Je n'ai pas la prétention d'être exhaustive. Évidemment, c'est un thème beaucoup plus trop large pour qu'on puisse... Ah, j'arrive pas. J'appuie, après je mets suivante, je clique dessus et ça vient pas. Normalement, juste appuie comme ça. Ah, d'accord. Ouais, comme ça, avec le gras du doigt. Clac. Ok, super. Donc, je vais vous dire très rapidement quelques concepts juridiques autour des mutilations génitales féminines. Je dis souvent mutilation génitale féminine parce que je sais que c'est pas à la mode, il faut dire mutilation sexuelle féminine. Mais comme je dis génitale en anglais, après ça me... Bon, donc mutilation sexuelle féminine, pardonnez-moi. Je vais vous présenter le groupe de travail juridique qu'on a à la Banque mondiale sur les mutilations sexuelles féminines et parler aussi rapidement de la stratégie de genre qui pour la première fois va intégrer les questions d'excision. Donc, des concepts juridiques généraux. Alors, souvent j'entends, c'est légal dans tel pays. Non. Répétons-nous-le tous les matins en nous levant, en buvant notre tasse de café, comme un mantra. L'excision est illégale partout dans le monde. Parce que partout dans le monde, il est illégal de couper une partie du corps saine pour des motifs non médicaux. C'est universel, il n'y a pas d'exception à cette règle. Les mutilations sexuelles féminines sont illégales soit sur le fondement des traités internationaux auxquels les pays ont souscrit,
que ce soit des traités universels comme la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le traité de 79 qui est le plus connu, mais vous avez aussi des traités régionaux comme le protocole de Maputo qui interdit spécifiquement l'excision qui date de 2003 ou la Convention d'Istanbul qui date de 2011 et qui aussi prévoit explicitement que les pays membres doivent prévenir et interdire l'excision. Elle peut aussi être illégale sur les fondements de la loi nationale, le droit pénal général ou le droit pénal spécial lorsqu'une loi spéciale est adoptée, mais également des codes de protection de l'enfant, législation contre les violences basées sur le genre, violences domestiques, etc. Donc il y a tout un arsenal législatif qui interdit l'excision. Et il est important de faire référence à l'excision non pas comme une pratique, mais comme un crime. Parce que souvent quand on dit une pratique, on le banalise ou on ne le présente pas sous le jour qu'il devrait être présenté, c'est-à-dire en tant que crime. Et les problèmes auxquels nous sommes confrontés, mais partout dans le monde, ce sont des problèmes de judicialisation, si je puis m'exprimer comme ça, parce que je suis brésilienne d'origine, et ce mot-là, il existe en portugais, judicialisation, de l'excision, plutôt que de cadres législatifs existants qui existent partout dans le monde. Si on regarde les cas des États-Unis, par exemple, ils sont à peu près les plus mauvais élèves. Vous avez 2 cas d'affaires d'excision aux États-Unis, alors qu'il y a plus d'un demi-million de femmes excisées aux États-Unis. Et si on compare leurs statistiques avec la Guinée-Bissau, par exemple, il y a 400 000 femmes coupées en Guinée-Bissau et ils ont à peu près 40 affaires actuellement. Et ben, la Guinée-Bissau a fait un travail bien plus important que les États-Unis. En Angleterre aussi, il y a 2 affaires sur l'excision dans un pays qui compte à peu près 160 000 femmes coupées. La France, le Burkina, le Kenya et la Guinée-Bissau sont en fait les pays records du monde au niveau de la criminalisation et des procédures pénales contre l'excision. Donc nous, dans notre groupe de travail juridique sur les mutilations sexuelles féminines, on a un travail de recherche et on a un travail qu'on appelle opérationnel. Sur le travail de recherche, on a qu'on appelle un compendium qui rassemble dans un seul texte, et puis si vous mettez sur Papa Google Compendium FGM World Bank, vous allez voir ce document-ci qui rassemble dans un seul document tous les traités internationaux, les conventions régionales, les documents de consensus, c'est-à-dire que ce sont des documents non obligatoires, les législations nationales, qu'elles soient générales ou spéciales. Donc quand on entend « Ah, c'est légal dans tel pays », non, c'est-à-dire que dans tel pays, il n'y a pas de législation spéciale. Il n'y a pas de législation spéciale en France. Pourtant, l'excision a été portée devant les tribunaux. Il n'y a pas de législation spéciale en Colombie. Pourtant, l'excision a été menée devant les tribunaux. Donc on n'a pas besoin de loi spéciale pour avoir des procédures judiciaires et pénales contre l'excision. Donc on a ce compendium sur toutes ces lois qu'on met à jour toutes les années parce que les choses évoluent. Là par exemple, bon, Aïsseta, elle est partie, c'est dommage, parce que là j'allais lui montrer le code pénal de son pays, du Mali, et on le trouve dans ce document-là. Tout est traduit en anglais, mais il y a des hyperlinks, comme ça on clique dessus, et on a le document en original. Là ici pour la loi malienne, c'est en français. Donc là par exemple, section 3, des causes et blessures, violences, torture. Paragraphe 1, causes et blessures volontaires. Article 207, si on descend ici, quand les violences, les blessures ou les coups ont été suivis de mutilation, amputation, privation de l'usage d'un membre, etc., la peine sera de 5 à 10 ans. S'il y a eu préméditation au guet-apens, il y a toujours préméditation dans une excision, c'est pas possible autrement, la peine sera de 5 à 20 ans de réclusion. Donc il n'est pas correct de dire qu'au Mali, il n'y a pas de législation contre l'excision. C'est écrit noir sur blanc, mutilation. C'est la même loi que la France. C'est la même chose. C'est la même chose, hein? Oui, c'est la même chose. Bon, donc en France, on ne dit pas excision, mutilation. C'est-à-dire, c'est le même tarif syndical que tu me coupes la main ou que tu me coupes les parties génitales. Pourquoi il faudrait que ce soit traité de façon différente? Donc là, vous voyez que... C'est un problème de vulgarisation aussi. C'est un problème de pourquoi on ne va pas devant les tribunaux. Aux États-Unis, il y a une loi spéciale, fédérale. La majorité des pays, des États ont une loi étatique et pourtant ça ne va pas devant les tribunaux. C'est-à-dire, la question, le problème ici n'est pas le cadre juridique et législatif. C'est comment on passe du cadre du papier à l'action. Pourquoi lorsqu'une petite fille meurt au Mali, le procureur
devant un cadavre, n'engage pas une action. C'est-à-dire il y a un problème gravissime. Mais bon. Et donc vous voyez ici, ce qui m'intéresse aussi, c'est que lorsque les blessures, les violences ou que le coupable a fait cela à l'occasion de l'exercice de sa profession, il sera prononcé en outre, c'est-à-dire en plus des sanctions là, du tarif syndical, une suspension de 5 ans au moins et de 10 ans au plus de l'exercice de cette profession. C'est-à-dire que lorsque c'est médicalisé, le Mali prévoit une sanction encore plus grande, c'est-à-dire tant disciplinaire. Donc il ne faut jamais dire il y a des pays où l'excision est légale. Non, l'excision est illégale partout, que ce soit sur le plan du droit général ou du droit spécial. Bon, sur la règle spécialia generalibus dérogante, si on a une loi spéciale, il faut l'appliquer. Mais si la loi spéciale, par exemple, protège que les mineurs, ça ne veut pas dire que les majeurs ne sont pas protégés. Donc, sur les espaces où la loi spéciale ne s'est pas prononcée, si elle est silencieuse, il y a eu des omissions, on se rabat sur la loi générale. Et donc, les majeurs pourraient être protégés sur la base de la loi générale. Voilà, donc moi je saute sur ma chaise chaque fois qu'on dit, il y a une façon de... Voilà. On fait aussi des manuels nationaux, je les ai montrés là, ce matin à certaines personnes. Sur le site du groupe de travail, vous trouverez le manuel par exemple pour la Guinée. Dans ces manuels, pour les pays spécifiques, on met les engagements internationaux du pays, les engagements régionaux du pays, la jurisprudence nationale, et on met aussi la jurisprudence internationale pour qu'ils aient une idée que ça se passe en Russie, en Colombie, en France, en Inde, ça se passe partout dans le monde. Donc, par exemple ici en Gambie, il y a une affaire qui est portée devant la Cour suprême de Gambie. Et ben, en Inde, l'excision a été portée devant la Cour suprême de l'Inde, qui dort dessus depuis un certain nombre d'années évidemment, mais pour montrer que ce n'est pas un problème africain d'une part, et ce n'est même pas un problème de ce pays-là, c'est un problème universel. Donc là je vous montre simplement la première page du manuel pour la Guinée, celui-là il est en français évidemment, et vous pouvez en avoir accès, c'est le bébé de tout le monde, on peut faire un download, on peut l'imprimer, on peut le lire, on peut l'utiliser, on peut faire des formations avec, et si on voit qu'on veut contribuer, qu'on m'appelle, et je mettrai le logo, je rajouterai le logo de l'entité qui voudra collaborer. On a aussi des manuels qui sont dits communautaires où on traduit la loi en dessin et on traduit la jurisprudence en BD. Donc quelqu'un de la communauté, un peu le débat, enfin la scène de théâtre qui nous a été faite, c'est aussi quelqu'un qui est hors de la communauté, qui parle à quelqu'un qui est dans la communauté. Et tout de suite, il y a un rejet. Alors que si c'est une personne de la communauté qui parle à une autre personne de la communauté, l'écoute est différente. Parce que les gens ne se justifient pas, ils n'ont pas l'impression qu'on les attaque en tant que communauté, ils ne se sentent pas sur la défensive. Donc ça, ces manuels communautaires juridiques, c'est mon bouquin de droit préféré, avec que des dessins. Ça évite d'abord les problèmes du multilinguisme, parce que ce sont des pays où on ne paie pas 60 langues, 100 langues, enfin une quantité de langues absolument phénoménale. Et donc tout le monde, et une personne de la communauté va parler et va expliquer ce que la loi dit, souvent très méconnu, et va expliquer le risque. Là, vous voyez sur le prochain dessin, voilà, ici vous voyez, ça c'est pour le Kenya, ce dessin-là, mais ça finit par la tôle, quoi. Et ça parle. Il ne faut pas penser que lorsqu'on est une matrone exciseuse, on est tranquille et qu'on va couler des jours tranquilles. C'est pas dit. À un moment donné, on peut se retrouver confronté à la loi, une gamine peut perdre la vie et la chose peut s'ébruiter. Donc, ne jamais dire non plus, la loi n'est pas appliquée en Afrique, ce n'est pas vrai. Voilà, là c'est la première page du manuel de formation communautaire sur la loi de Guinée, et je vous invite. Donc on fait aussi des conférences annuelles justement pour la journée de tolérance zéro. Cette année, ça sera le 25 février. On ne fait jamais le 6 février, parce que le 6 février, nos partenaires sont occupés à faire d'autres choses. On fait une conférence aussi annuelle en juin pour la journée internationale de l'enfant africain, et on appelle toujours des survivantes, et on essaie toujours de mettre des hommes dans le débat. Ça, mettre des hommes dans les débats, c'est assez difficile, mais on est très têtu, on y arrive. On fait des webinaires réguliers, donc j'ai invité ce matin Fatoumata qui va nous faire une présentation sur son travail là, de recherche de son doctorat, ça a l'air très intéressant, et c'est un forum d'échange. Vous voyez par exemple le troisième en pancarte que vous voyez, c'est l'excision en Amérique latine. Bon, personne ne connaît l'excision en Amérique latine, pourtant elle est pratiquée, pas par des migrants, mais elle est pratiquée de façon endogène, et c'est un problème qui existe et qui doit être débattu également. Alors là, il faut y aller mollo.
voilà. On intègre d'autres activités. Là, à gauche, vous voyez, c'était une activité de communication sociale sur l'excision qu'on a menée au Mali. Et l'autre, à droite, vous voyez, c'est un des modules de formation de prévention et de traitement. Là, on n'a mis que la page prévention. C'est aussi au Mali et c'était destiné au personnel de santé. Le gros problème de la médicalisation fait qu'il faut vraiment sensibiliser les médecins et ce sur quoi ils seront pas que les médecins, les sages-femmes, les infirmières, les agents de santé communautaire. Ce sur quoi ils vont être très sensibilisés, c'est l'idée qu'ils puissent perdre leur autorisation de travail et être poursuivis de façon disciplinaire. Ça a beaucoup plus d'efficacité pour la lutte contre la médicalisation que l'idée qu'on ira peut-être un jour en prison, qui est souvent une idée assez théorique. Donc la stratégie de genre, je vais en dire 2 mots parce que c'est un document qui a été adopté l'année dernière, qui couvre la période 24-30. Vous vous souvenez que le 2030, c'est la dernière année des objectifs de développement durable. En 2030, d'après l'objectif 5.3, donc 5 c'est égalité de genre, aucun pays n'atteindra l'objectif d'égalité de genre en 2030. Aucun. 0. Les Nordiques qui sont plus en avance, les autres, aucun pays dans le monde ne va atteindre les objectifs d'égalité de genre en 2030. Mais bon, c'est pas pour autant qu'on va mettre nos mains dans nos poches. Et cette stratégie-là donc accompagne ces dernières années jusqu'à 2030 et met l'accent donc sur les actions concertées, sur les réformes institutionnelles et réglementaires, sur la généralisation des programmes. Parfois ils sont trop petits, il faudrait qu'ils couvrent l'intégralité des pays, etc. Et améliorer les investissements, c'est-à-dire que si on ne met pas d'argent sur la table, quand notre président Macron a dit c'est une priorité du quinquennat, la lutte contre les violences de genre, mais si on ne met pas d'argent sur la table, eh ben, cette priorité-là, elle ne veut rien dire. Donc cette stratégie de genre fait référence pour la première fois à l'excision et ça veut dire aussi quand on met quelque chose dans une stratégie, c'est qu'après on va devoir montrer qu'on a fait quelque chose et c'est ça sur quoi je fonde beaucoup d'espoir parce que cette stratégie elle vient de sortir du four en novembre de l'année dernière donc, mais déjà tout le monde s'inquiète et s'affole de qu'est-ce qu'on va montrer dans 6 ans donc il faut s'en occuper tout de suite. Voilà, donc je vous remercie. Si vous voulez plus d'informations, si vous voulez m'écrire, voilà mon email. Le site qui est là, il est peut-être un peu long, mais si vous mettez FGM, Legal Working Group, Banque mondiale, vous retrouverez tous ces documents qu'on a vus, le compendium, tous les manuels nationaux. Vous pouvez vous en servir comme vous voulez, ils sont d'accès libre. Et si vous voulez me faire un retour, ou si vous voulez améliorer le manuel, ou si vous voulez rajouter quelque chose, faites-le moi savoir. On peut mettre le logo de votre organisation. Et nous, ce qu'on veut, c'est la plus grande dissémination possible. Donc Tierno, notre ami qui est là au téléphone, c'est lui qui fait vivre le manuel en Guinée, parce que tous les ans, il fait une formation tant communautaire que pour les professionnels. Mais si toutes les organisations qui sont guinéennes, qui sont ici, veulent prendre ce manuel et faire des formations chaque année, enfin avec la fréquence qu'elles trouveront adéquate, eh ben, on sera ravis de faire vivre ce manuel pour qu'il ne reste pas sur une étagère à prendre la poussière. Merci beaucoup Isabella. Alors sans plus tarder, s'il y a des questions parmi le public, s'il y a des questions, vous pouvez les poser à nos intervenants, aux intervenantes. Donc, je vois qu'il y a des questions là-bas, David. Il y en a 2. Bonjour, je posais ma question, je parlais ce matin, je suis une des représentantes de la fédération GANS France qui existe donc depuis 43 ans et qui lutte contre les mutilations sexuelles féminines et les mariages forcés précoces. Je voulais intervenir par rapport à ce que l'avocate maître Lorraine disait par rapport à la Gambie. Un collectif s'est créé suite à l'événement, je parle doucement pour que vous puissiez traduire parce que je ne pourrais pas le faire en anglais, je suis vraiment désolée, absolument pas bilingue, merci. Donc mars 2024, quand il y a eu effectivement l'information pour la Gambie. So a collective was put together in March 2024 in Gambia. She's saying she's from GAMS, which is an organization, and she's.
Yeah. Would you like me to say? I'm well aware of what GAMS has been doing. It is courageous. En fait, ce que je Oui, voulais elle est dire, au courant de ce que le GAMSDO fait Voilà. et elle est admirative de votre travail. Donc je lui ai Merci. dit que le collectif en mars 2024 a été créé. c'est ça, GAMS was exactement. active Donc par la présidente du GAMS Sud, qui est située donc à Marseille, merci. Et en fait, un collectif qui s'appelle Les femmes africaines pour la lutte contre l'excision s'est mobilisé. Premier rassemblement s'est fait à Dakar. Et on a eu l'occasion de faire d'inviter une délégation de ces associations qui étaient là jusqu'au 12 de ce mois, autour du 6 février. Et elles sont venues parler de cette mobilisation. So they had a meeting in Dakar and Yes. they recently gathered to talk about all these mobilization. Could you tell one thing that I think? Okay, Yes, you tell me. yeah. I think the Gambia was quite surprised at the reaction of the Gambia women. Parce que les autorités gambiennes ont été très surprises de la réaction des femmes gambiennes face à ce mouvement de tentative d'abrogation de la loi. The women were not only courageous, but they did not stop. And for 3 months, they put the pressure on the government to not bring FGM back. So bravo, bravo, bravo. Donc les Gambiennes ne se sont pas laissées décourager, elles ont été extrêmement courageuses et pendant les 3 mois entre lesquels le projet de loi d'abrogation avait été inscrit au Parlement et jusqu'à là au vote, je pense que ça a été en juillet le vote, Exactement. elles n'ont pas lâché et baissé la garde, elles ont vraiment agi de façon concertée avec les résultats impressionnants qu'on a vus. Parce que quand même, l'inscription de l'abrogation a été approuvée par 42 voix contre 4. C'est ça. Donc les choses étaient mal barrées, les choses étaient très mal barrées. Tout à fait. Et en fait, suite à ce collectif et ce mouvement, la vice-présidente gambienne Aïssetou, j'ai plus son nom de famille, devait même venir en France pour parler de ce qui se passe. Et voilà. En fait, si je prends la parole, c'est que j'avais pas de questions. C'est-à-dire que le travail que vous faites des avocats, et vous l'avez dit, et en fait que les différentes associations, ou même quand on n'est pas une association, même si on milite pas, on n'adhère pas dans une association, mais le fait, peu importe de là où on se trouve, si on se mobilise tous et toutes, on peut faire plier les choses, quoi. Voilà. Yeah, what you Donc say that vraiment, we all mobilize, just like what you said, if we all mobilize, we can make things change. It's the only And this way. is what we've seen with our own eyes. Merci Merci beaucoup pour votre travail. Oui, merci à vous, encore. merci à vous. Elle avait une question. Il y a des questions. Bonsoir tout le monde. Je reviens encore vous poser d'autres questions là. Et surtout, vous avez parlé de ce qui se passe je ne sais pas, c'est la dame qui est à rouge. Ah non. Non. Oui, celle qui a parlé de la loi là. Avant, j'avais posé des questions, comment ça fonctionnait les lois ici. Et comme vous savez qu'en Espagne, j'avais parlé des protocoles d'espagnol, qu'on est pionnière dans ce domaine, de tous les protocoles qui sont sortis en Europe ou dans tout le monde. C'est l'Espagne qui a été le premier pays à dire non à l'excision. Mais de toute façon, on a beaucoup de barrières aussi avec le code culturel qu'on a. J'aimerais savoir comment ça fonctionne, les codes culturels ici, avec les sociétés qui sont les associations qui travaillent, les petites associations, les ONG, et avec tous ceux qui sont en train de faire en France. Si on peut avoir des manuels que vous avez présentés là, pour qu'on puisse mettre ça en Espagne aussi, parce qu'on a beaucoup de difficultés, si qu'ils ont avancé beaucoup sur l'excision, avec le féminisme et tout ça, là, mais on a tellement de barrières, une grande barrière avec le code culturel sur ce problème. J'aimerais savoir, parce que je représente déjà les associations, je suis dans une red espagnole qu'on appelle la red estatal, et dans l'Espagne. Et je suis dans ce raid-là aussi, on a en Catalogne,
les Catalans qui sont, vous savez, on est des fédérations. Et la fédération catalane aussi a beaucoup avancé sur ce domaine de l'immigration parce qu'on est le premier à recevoir toutes les immigrations en Espagne où il y a plus d'immigration. Et j'aimerais vraiment que si vous pouvez nous apporter quelque chose sur la médiation interculturelle qu'on n'a pas aussi sur ce thème-là. Merci beaucoup. Une chose que je voulais dire, c'est qu'en matière d'excision, comme c'est pénal, il n'y a pas de médiation, il n'y a pas de négo, il n'y a rien du tout. C'est d'ordre public, on ne peut pas discuter. Tout ce qu'on peut voir, c'est si le juge voudrait être un peu clément et appliquer la peine minimale. Sinon, il n'y a pas de... On ne pourra certainement pas régler ça en famille. Sur votre question, madame, je ne sais pas si je vais répondre correctement, mais ces 2 derniers jours, j'étais justement à Madrid et je l'ai parlé à l'AECID et à une autre ONG qui s'appelle Rescate. Et elles sont très intéressées par un manuel pour l'Espagne. Il y a un manuel pour les États-Unis. J'ai une collègue qui a fait le manuel juridique pour les États-Unis. Et en fait, on pourrait très bien penser qu'on pourrait faire un manuel pour tous les pays du monde, du nord comme du sud. Ça serait tout à fait intéressant d'avoir la jurisprudence au même endroit, toutes les législations au même endroit, tous les accords internationaux ou régionaux auxquels le pays est membre dans un seul endroit. Ça serait facile à consulter. Donc oui, c'est quelque chose, c'est un travail qui pourra voir le jour. Et si vous voulez prendre la tâche d'Anita, elle pourra ensuite me mettre en contact. Alors je vais vous demander pardon parce que nous, on a impérativement, Lorraine et moi, il faut qu'on parte vers 6h moins 10 parce que sinon on va rater notre train. Juste une question, Madame Isabella. Oui, Alpha. Oui, Alpha. Je voulais vous dire merci parce que vous êtes une personne très passionnée et on voit que ce sujet vous tient à cœur. Voilà, on le sent dans votre façon de le faire. Et sachez que ça a un écho chez nous. Mais je voudrais juste que parce qu'il y a une perception de l'excision. Tout à l'heure, vous avez abordé que l'excision est purement pratiquée que seulement dans le milieu afro, alors que ce n'est pas le cas. Non, et quand vous avez... Non, c'est pas vous qui l'avez dit. Non. C'est une perception qu'on a, nous, le public. Ah voilà. Non, c'est pas vous qui l'avez dit. D'accord, oui. Non. Le public a une perception, le commun des mortels, on pense toujours que l'excision, c'est dans le milieu afro. Donc, ça me réconforte dans ce que vous venez de dire. J'ai une petite fille indonésienne, sur la première photo de machin, c'était une petite fille indonésienne. Tout à fait. Et je voudrais juste que vous abordiez, que vous reveniez là-dessus par rapport à l'Amérique latine. Est-ce qu'en Amérique latine, quand vous l'avez parlé de l'excision, est-ce que c'est dans la communauté afro ou bien dans la communauté indigène? Voilà, c'est dans la communauté indigène. Alors il y a des légendes, des délires, que c'était des communautés maliennes emmenées en tant qu'esclaves, mais ça c'est que du fantasme, hein. C'est basé sur rien. En tout cas, ce qu'on sait, parce que les communautés afrodescendantes en Amérique latine, un latino sur 3 est afrodescendant. Un latino sur 3 est africain. Donc, et ils ne pratiquent pas, donc c'est pas... Mais en tout cas, les communautés, et ce n'est pas toutes les communautés amérindiennes, c'est la communauté Imbera, en Colombie, Imbera Chami, parce que les Imbera c'est un grand groupe, mais ils sont en Équateur, ils sont en Colombie et ils sont au Panama. Bon, le Panama c'était la Colombie autrefois. Mais voilà. Et après, il y a d'autres formes d'excision type 4, introcision, coupe, cautérisation, brûlures diverses, etc. Mais qui sont pratiquées encore par des communautés indigènes en général, au Brésil et au Pérou. Mais on a très peu d'infos. En tout cas, en Colombie, on est sûr, on a même une affaire judiciaire qui a été menée. Et justifiée comment? Alors, pareil, ils appellent ça curación. L'expression dans les communautés amérindiennes, pour se référer à l'excision, c'est la curación, c'est pour guérir. On sait qu'avoir un clitoris, c'est une maladie chronique. Guérir je sais pas, de tout ce qu'on veut guérir, on veut nous guérir, on veut pas qu'on ait de désir sexuel, on veut nous contrôler, voilà, de la communauté, et ça s'appelle curación. Si vous cherchez Colombie, mutilation sexuelle féminine, et vous mettez curación, vous allez voir. Donc quels que soient les pays dans le monde, la signification est toujours la même. Elle est plus ou moins la même, avec des tendances plus ou moins. Certains disent c'est traditionnel, d'autres disent c'est hygiénique. Vous avez dû entendre que le sexe de la femme est sale, donc il faut qu'il soit plus propre. Et donc l'excision c'est pour le rendre propre, parce que c'est religieux.
C'est religieux. Et alors, absolument religieux, qu'on il y a passe à des la suite, communautés hein. chrétiennes qui coupent, des communautés musulmanes qui coupent. Et lorsqu'il y avait des falachas encore en Éthiopie, les falachas coupaient aussi, ils étaient juifs. Donc et il y a des communautés qui ne sont d'aucune des 3 religions monothéistes qui coupent également. Donc en fait, quand on dit c'est religieux, on se cache derrière la religion pour faire ses sales affaires. On se cache derrière la culture pour faire ses sales affaires. On se cache derrière la tradition pour faire ses sales affaires. Aucune tradition ne promeut la torture. Aucune tradition ne promeut la tristesse. La tradition, c'est ce que je mets comme vêtement, la popote que je vais faire, la fête que je vais faire. Ça, c'est chouette. Mais couper et torturer les gamines, c'est pas la tradition. Rien ne justifie la Non. torture quand vous venez Ou de alors, dire. en France, c'était la tradition de brûler les femmes sur la place publique jusqu'à une époque assez avancée. Alors continuons, parce que c'est la tradition. Tout à fait. Donc, je vous remercie énormément pour votre